Un père célibataire modeste sauve une riche héritière après un accident de voiture à Paris, ignorant qu'elle est millionnaire et qu'elle lui offrira tout, y compris son cœur. La route était déserte. Un ruban d'asphalte serpentant à travers les faubourgs de Paris, illuminé par le scintillement intermittent des réverbères parisiens, certains vacillant sous la pluie fine. À l'intérieur d'une berline noire élégante, Émilie Morel serrait le volant trop fort. Ses cheveux blonds étaient soigneusement relevés en un chignon impeccable, sa veste de tailleur griffée restait irréprochable, mais ses yeux rougis trahissaient une vérité plus sombre. « Je n'en peux plus de cette pression », murmura-t-elle dans son oreillette Bluetooth, sa voix tremblante. « J'ai besoin de respirer. » Elle coupa la communication avant que son interlocuteur, son père, il répétait toujours les mêmes mots, image, héritage, devoir. Émilie venait de quitter une réunion stratégique de 3 heures, une bataille où chaque mot semblait une arme. Le conseil d'administration exigeait plus de résultats. Les médias voulaient des réponses sur l'avenir de Morel Industries. Sa famille attendait d'elle la perfection. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Sa vision se brouillait, ses mains tremblaient sur le volant. Un klaxon retentit au loin, mais tout semblait étouffé. Comme si Paris, avec ses lumières et son agitation, l'écrasait. Sa tête s'inclina une seconde. Puis l'accident survint. La voiture dévia de la route, quittant le bitume lisse de la nationale menant vers Saint-Denis, son pied manqua la pédale de frein. Un panneau de signalisation surgit dans la lumière des phares. Craquement. L'impact la projeta en avant. Les airbags explosèrent, la repoussant contre le siège. Sa tête bascula violemment. Une douleur aiguë lui traversa le front. Le pare-brise se fissura en une toile d'araignée. De la fumée s'échappa du capot. Du sang coula dans son œil. Chaque partie de son corps hurlait de douleur. Elle tenta de bouger, mais la ceinture la retenait, serrant sa poitrine. La panique lui noua la gorge. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit de la voiture. Ses yeux papillonnèrent, prêts à se fermer, mais juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse, elle aperçut une silhouette courant vers la voiture. Une voix masculine cria « Tiens bon !» La dernière sensation fut un courant d'air froid lorsque la portière fut arrachée. Puis, plus rien. Jacques Martin n'aurait pas dû être sur cette route. Son service s'était terminé 1 heure plus tôt, à l'atelier de mécanique, où il travaillait près de Belleville. Mais sa vieille camionnette, une Peugeot fatiguée, faisait encore des siennes, alors il avait pris les routes secondaires pour rentrer chez lui, dans une banlieue modeste au nord de Paris. La veste de son fils était posée sur le siège passager, une boîte à outils brun que ballant à l'arrière. Puis, il vit l'accident. Il pila net, sauta de son véhicule et courut. De la fumée s'échappait de la berline, écrasée contre le panneau. Le côté conducteur était enfoncé, la vitre à peine visible. À l'intérieur, il distingua des cheveux blonds, une silhouette affaissée, du sang. Non. Non. Il arracha sa veste, l'enroula autour de son poing et brisa la vitre. « Eh, vous m'entendez » Pas de réponse. Il se pencha, protégeant la femme des éclats de verre, et défit la ceinture avec des mains tremblantes. Elle était frêle, plus légère qu'il ne s'y attendait. Il la souleva avec précaution, grimaçant lorsqu'elle gémit faiblement. Il l'allongea sur l'herbe humide du bas-côté, composa le 112. Elle saigne. Traumatisme crânien. Non, je ne connais pas son nom. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il resta près d'elle, agenouillé sous la pluie, murmurant. Tout ira bien. Reste avec moi. Quand les pompiers et le SAMU arrivèrent, ils prirent le relais. Un secouriste demanda à Jacques s'il venait avec eux. Il hésita, puis monta dans l'ambulance. À l'hôpital Cochin, il resta près de son lit. Elle était immobile, des perfusions dans le bras, un bandage sur le front. Les machines bipaient régulièrement. Il demanda si elle avait de la famille. On lui donna son nom. Émilie Morel. Cela ne lui disait rien. Il resta quand même. Toute la nuit, il veilla dans un coin de la chambre, somnolent par intermittence,
se réveillant chaque fois qu'elle bougeait, observant le léger soulèvement de sa poitrine. À l'aube, il se leva. Une infirmière lui proposa un café. Il refusa poliment. Il laissa sa veste en cuir usé, tachée de sang et déchirée, pliée sur la chaise près d'elle, sans mots. Quand Émilie ouvrit les yeux, il était parti. Ni les infirmières, ni les médecins ne connaissaient le nom de l'homme qui avait veillé en silence. Émilie se réveilla lentement, l'odeur d'antiseptique lui piquant le nez, sa tête lancinante. Les néons de l'hôpital étaient trop vifs. Tout semblait distant, comme si elle flottait hors de son corps. Puis, le souvenir la frappa, plus aigu que la douleur à son front. L'accident, la pluie, une voix d'homme criant « Tiens bon !» Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle était dans une chambre d'hôpital. Une perfusion dans son bras, un bandage sur le front. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, révélant les toits de Paris sous un ciel gris. Une infirmière entra, dossier en main, son badge indiquant « Marie ». « Vous êtes réveillée », dit-elle avec chaleur. On commençait à s'inquiéter. La voix d'Émilie était rauque. « Que s'est-il passé ?»« Vous avez eu un accident de voiture », répondit Marie doucement. « Collision sur la route de Saint-Denis. Un passant vous a sorti de la voiture, a appelé les secours. Vous avez de la chance qu'il vous ait trouvé. » La gorge d'Émilie se serra. « Un homme ? Qui ?» Marie secoua la tête. « Pas de nom. Il est venu dans l'ambulance et resté toute la nuit, assis là. » Elle désigna une chaise vide. « Mais il est parti avant votre réveil. Il a juste dit qu'il voulait être sûr que vous alliez bien. » Émilie regarda la chaise. Une veste en cuir usé, aux manches effilochées et tachée de sang, probablement le sien, était pliée sur le siège. Sa poitrine se serra à cette vue. « Il était discret », ajouta Marie. « Il n'a pas beaucoup parlé, il vous observait simplement ?» Émilie détourna les yeux, clignant rapidement pour chasser les larmes. À Paris, tout le monde connaissait son nom. Émilie Morel, héritière de Morel Industries, un empire industriel. Les gens l'aidaient toujours pour ce qu'elle représentait, avec des attentes en retour. Mais cet homme lui avait sauvé la vie, était resté toute la nuit et avait disparu sans rien demander. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. « Je dois le retrouver. »« Pour le remercier ?» demanda Marie. « Non, » répondit Émilie, pour lui dire ce que ça a signifié. 2 jours plus tard, Émilie était assise dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, face à son assistant Théo, qui consultait un ordinateur portable et des impressions. « C'est presque du harcèlement », marmonna-t-il en parcourant des vidéos de surveillance. « Continue », répondit-elle. Caméra de circulation, intersection près de Saint-Denis, entre 23h30 et minuit. Théo hocha la tête. « Tu pourrais offrir une récompense, suggéra-t-il. Laissez les médias s'en charger. »« Non, » l'interrompit-elle. Il ne voulait pas d'attention. Je veux respecter ça. Après des heures, ils le trouvèrent. Une vidéo floue d'une supérette montrait un homme grand en chemise de flanelle et bottes guidant les secouristes vers une ambulance. Une autre vidéo à l'hôpital Cochin le montrait quittant les lieux à l'aube. Théo lança une reconnaissance faciale. Le nom apparut rapidement. Jacques Martin, 32 ans, habitant à Saint-Ouen, mécanicien automobile et ouvrier du bâtiment. Divorcé, un enfant, vivant avec sa mère. Émilie fixa la photo. Des rides d'inquiétude marquaient son visage, ses mains étaient robustes, sa posture celle d'un homme portant un fardeau depuis trop longtemps. Elle toucha son bandage au front. Il a tout risqué. Je vais le voir en personne. Théo cligna des yeux. Saint-Ouen, ce n'est pas vraiment. Il jeta un œil à ses escarpins. Pas quoi, rétorqua-t-elle. Trop modeste pour quelqu'un comme moi? Il leva les mains. Je m'assure juste que tu as un plan. J'en ai un, dit-elle. Trouver l'homme qui m'a sauvé la vie. Émilie quitta son appartement luxueux et tout ce qu'elle connaissait pour une maison modeste à Saint-Ouen. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait, mais une chose était sûre. Certaines personnes valent la peine d'être trouvées. Les talons d'Émilie crissèrent sur le gravier alors qu'elle descendait de son SUV.
L'air sentait la pluie et le pain frais des boulangeries voisines. Devant elle se dressait une maison à un étage, aux volets bleus délavés et aux porches légèrement affaissées, marquées par les intempéries parisiennes. Le calme était presque irréel, loin du tumulte du centre-ville. Elle s'approcha de la porte et hésita avant de frapper. Une femme âgée ouvrit lentement, ses cheveux argentés en chignon bas, ses yeux prudents mais bienveillants. « Oui ? Bonjour, dit Émilie, souriant nerveusement. Je m'appelle Émilie Morel. Je cherche Jacques Martin. Je crois qu'il m'a sauvé la vie. » La femme cligna des yeux, perplexe, puis son regard s'illumina. « Vous êtes la fille de l'hôpital ?» demanda-t-elle en ouvrant grand la porte. « Entrez, ma chère. Je suis Ruth, la mère de Jacques. » Émilie entra, accueillie par l'odeur de baguettes fraîches et de café. Le salon était petit mais chaleureux, avec des napperons crochetés sur un canapé usé et des photos de famille alignées sur une étagère. Une petite vierge en bois trônait près de la porte. « Je n'étais pas sûre d'être au bon endroit, » dit Émilie doucement. « Vous l'êtes, » répondit Ruth avec un sourire doux. « Il m'a raconté ce qui s'est passé. Pas grand-chose, mais assez pour savoir qu'il s'inquiétait pour vous. Je vais le chercher. » Jacques apparut depuis l'arrière, essuyant ses mains avec un chiffon. Sa chemise de flanelle avait les manches retroussées, son jean était taché d'huile. Il se figea en la voyant. « Émilie, dit-il, abasourdi. » Elle sourit. « Salut. Tu n'étais pas obligée de venir jusqu'ici. »« Je voulais, » répondit-elle, « pour te dire merci en personne. » Jacques baissa les yeux, mal à l'aise. « Ce n'était rien. N'importe qui l'aurait fait. »« Non, » dit-elle doucement. « Mais toi, oui. » Un silence chargé s'installa. Émilie regarda par la fenêtre. Les nuages s'assombrissaient, un grondement de tonnerre résonnait au loin. La pluie recommença à tomber. « Je devrais rentrer, » dit-elle à contre-cœur. « Je voulais juste... »« Pas question, » interrompit Ruth, en regardant dehors. « Cette pluie va empirer. Ils ont dit à la radio que la Seine monte vite. Le pont risque d'être inondé. » Jacques hocha la tête, sombre. « Tu ne rentreras pas ce soir. Pas en sécurité. » Émilie hésita, puis haussa les épaules, gênée. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?»« Tu restes, » dit Ruth comme une évidence. « La chambre d'amis est petite, mais propre. Pas question de conduire dans une tempête. » La tempête frappa fort cette nuit-là. Au matin, la Seine débordait, et les rues de Saint-Ouen étaient glissantes. Émilie, en pantoufles prêtées, regardait par la fenêtre l'eau envahir les routes. Jacques préparait du café dans la cuisine, ses gestes précis et silencieux. « On dirait que tu es coincé avec nous un moment, » dit-il. Émilie sourit. « J'ai survécu à des conseils d'administration et des audits. Je peux gérer une inondation. » La journée se déroula de manière inattendue. Émilie tenta d'aider Ruth en cuisine, mais manqua de renverser une cocotte en fonte. Elle proposa de nourrir les poules dans le petit jardin, mais cria lorsqu'une d'elles s'approcha, la faisant reculer en riant. Jacques, observant depuis le garage, éclata de rire, un son rare depuis son arrivée. « Fille de la ville, hein ?» taquina-t-il. Émilie croisa les bras, les joues roses. Jungle parisienne, espèce différente. Plus tard, elle tenta d'allumer le poêle avec l'aide patiente de Ruth, mais la cuisine se remplit de fumée. Ruth ouvrit les fenêtres en riant. « Ça m'a pris des mois pour maîtriser ça, » dit-elle. Le soir, Émilie était à la table de la cuisine. Les joues rosies par la chaleur, les cheveux en queue de cheval désordonnés. Ruth servit une soupe à l'oignon et des tartines, et ils mangèrent à la lumière d'une lampe ancienne. Le fils de Jacques, Léo, 6 ans, entra timidement, tenant un dessin. Émilie s'accroupit près de lui. « C'est quoi ?» demanda-t-elle. Il lui tendit une feuille avec 3 bonhommes allumettes, un soleil et un cœur rouge. « C'est papa, mamie et toi » dit-il timidement. Émilie retint son souffle. Jacques observait depuis l'embrasure une lueur douce dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit qu'elle était là où elle devait être. L'après-midi suivant, le soleil parisien perçait les nuages, baignant les rues pavées de Saint-Ouen d'une lumière dorée. Émilie, pieds nus sur le perron, portait une robe en coton prêtée par Ruth,
ses cheveux blonds vaguement attachés. Elle tenait un panier de légumes du marché, l'odeur d'herbe fraîche encore sur ses doigts. Dans la cour, Jacques réparait sa camionnette, Léo à ses côtés, tenant fièrement une clé à molette. Émilie les observa, touchée par la simplicité de leur complicité. Jacques ébouriffa les cheveux de Léo, riant doucement, et Émilie sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Dans la cuisine, Ruth remuait un pot-au-feu avec la patience d'une femme qui avait nourri une famille toute sa vie. Émilie posa les légumes sur le comptoir. « Tu apprends vite », dit Ruth avec un sourire. Émilie rit. « J'ai brûlé une poêle et massacré une fournée de madeleine. » Ruth gloussa. « Ça viendra. » Elles travaillèrent ensemble, Émilie épluchant maladroitement des carottes, Ruth assaisonnant, leur rire emplissant la pièce. Le soir, ils dînèrent à 4. Pot au feu, pain frais, vin rouge simple. À Émilie, cela semblait meilleur que n'importe quel repas des brasseries chics de Saint-Germain. Jacques lui passa le beurre, leurs doigts se frôlèrent, et son cœur s'emballa. Après le dîner, Émilie aida Léo à se préparer pour le coucher. Dans sa petite chambre décorée de dessins et d'une veilleuse en forme d'étoile, elle lut une histoire d'un livre de contes français, sa voix apaisante. Léo la regarda, ensommeillé. « Tu seras là demain ?» Elle hocha la tête. « Oui, mon petit. » Il lui tendit un dessin. 3 figures se tenant la main sous un soleil. « C'est toi, papa et moi, dit-il. » Émilie retint ses larmes. « Et ça, en haut, ça dit ma famille ?» Elle pressa le dessin contre son cœur, bouleversée. Plus tard, sur le perron, sous un ciel étoilé, Émilie tendit le dessin à Jacques. Il le regarda, puis la fixa, ému. « Il t'aime déjà » murmura-t-il. « Moi aussi » répondit-elle. Ils restèrent assis, leurs épaules se frôlant, le bruit des grillons et le murmure de la ville au loin. Pas de luxe, juste une connexion grandissante, belle et inattendue. Tout commença par une photo. Ce matin-là, Émilie accompagnait Ruth au marché de Saint-Ouen, riant en choisissant des légumes. Elle ne vit pas l'adolescent qui la photographiait depuis l'autre côté de la rue. L'après-midi, une publication sur un site de potins parisien devint virale. Héritière de Morel Industries, cachée à Saint-Ouen, en robe simple, achetant des poireaux. Internet creusa, reliant les points, transformant ses jours paisibles en scandale. En quelques heures, l'identité d'Émilie fut exposée. Jacques vit la publication pendant sa pause, fixant son téléphone. Des photos d'Émilie en robe de gala, sur les tapis rouges des galas parisiens, aux côtés de Magna, fille de Charles Morel, future dirigeante d'un empire de milliards. Son estomac se noua. Quand Émilie revint, elle le trouva dehors, essuyant ses mains, le regard sombre. « Tu es Émilie Morel, dit-il froidement. Elle se figea. « Jacques, j'allais te le dire, quand tu aurais fini de jouer la comédie ?» Elle prit une inspiration. « Je ne jouais pas. Je voulais te remercier. Et puis, je suis restée parce que je me sentais bien ici. » Il détourna les yeux. « Je répare des voitures. Je vis de petits boulots. Toi, tu vis dans des hôtels particuliers. »« Je n'ai jamais dit que j'étais d'ici, » répondit-elle. « Mais tu m'as laissé le croire, » rétorqua-t-il. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. « Tout ce que j'ai fait ici était vrai. » Jacques secoua la tête. « Tu n'as pas ta place ici, Émilie. » Sa voix trembla. « Alors c'est tout ? » « Je suis un gars ordinaire, dit-il. Ton monde, je ne le comprendrai jamais. » Elle s'approcha. « Ce monde ne m'a jamais rendue heureuse. » Il ne répondit pas. Émilie déglutit. « Merci de m'avoir sauvée et de m'avoir accueillie. » Elle se tourna, serra Ruth dans ses bras et murmura « Dis à Léo qu'il va me manquer. » Puis elle partit, le gravier crissant sous ses pneus, la pluie menaçant à nouveau. De retour dans son appartement du Cézé, Émilie fixait les lumières de la tour Eiffel depuis sa fenêtre. Tout était comme avant, mais son cœur était ailleurs, dans une cuisine chaleureuse, dans les rires de Léo, dans la main de Jacques frôlant la sienne. Elle s'effondra sur son canapé, le silence oppressant. Elle avait tout, mais rien ne valait la chaleur de cette maison.
Jacques, lui, n'était plus le même. Ses gestes étaient lents, ses outils glissaient de ses mains. À la maison, l'air était lourd. Ruth l'observa un soir alors qu'il était assis sur le perron, fixant l'horizon. Elle lui apporta un café et s'assit. « C'était une fille bien, » dit-elle. « Elle a menti, » répondit-il. « Elle s'est protégée, » corrigea Ruth. « Jack, l'amour ne frappe pas toujours deux fois. » Ces mots résonnèrent. Jacques pensa au rire d'Émilie, à ses maladresses en cuisine, à la manière dont elle lisait à Léo. Dans la chambre de son fils, il vit un dessin. 3 figures sous un soleil, avec « Papa et la jolie dame » écrit en haut. Il réalisa qu'il avait brisé non seulement son cœur, mais aussi celui de Léo. « Je dois y aller, » dit-il à Ruth. Elle hocha la tête. « Ne sois pas long. » Jacques prit le dessin, monta dans sa camionnette et roula vers Paris sous la pluie. Jacques se tenait sous la pluie devant l'immeuble haussmannien de Morel Industries, avenue Montaigne. Trempé, il entra dans le hall luxueux. La réceptionniste le dévisagea. « Je veux voir Émilie Morel. »« Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais elle me connaît. » La sécurité arriva rapidement. Jacques resta calme, l'eau goûtant de sa veste. Depuis l'étage, Émilie sortit d'une réunion et aperçut l'agitation. Son cœur s'arrêta. Elle courut dans les escaliers, repoussa les gardes et se jeta dans ses bras. « Tu es revenu » murmura-t-elle. « Il le fallait » répondit-il. Ce soir-là, Émilie l'emmena dans les coulisses d'un gala de charité à l'hôtel de Crillon, pour la santé des enfants. « Je veux qu'il te rencontre » dit-elle. Jacques hésita. « Je ne suis personne. »« Tu es tout pour moi » répondit-elle. Sur scène, elle le présenta. « Cet homme m'a sauvé sans rien attendre en retour. » Jacques prit le micro. « J'ai fait ce que n'importe qui avec un cœur aurait fait. » La salle applaudit, touchée par sa simplicité. 1 an plus tard, la maison de Saint-Ouen était transformée. Peinture fraîche, fenêtres fleuries, un jardin vibrant. À l'intérieur, l'odeur de pâtisserie emplissait l'air. Des banderoles annonçaient l'anniversaire de Léo. Émilie, en robe simple et tablier, riait avec les voisins. Jacques, en flanelle propre, remuait un ragoût, un sourire paisible sur le visage. Émilie avait quitté Morel Industries pour créer une fondation d'aide aux familles modestes. Au centre de la cuisine, un gâteau fait maison trônait, décoré par Léo. « Fais un vœu », murmura Émilie. Léo souffla ses bougies sous les acclamations. Puis Jacques s'agenouilla, une bague à la main. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Émilie hocha la tête. « Oui. » Léo applaudit, Ruth pleura. Cette nuit-là, dans la cuisine illuminée, ils étaient une famille. Pas de luxe, juste de l'amour. Leur histoire ne se termina pas en éclats, mais en une vérité douce. Parfois, la vie inattendue est celle qu'on était destiné à vivre. Si vous avez aimé l'histoire, merci de liker la vidéo et vous abonner à Histoire de Justice. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays regardez-vous l'histoire. À très bientôt.